À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, alors peut-être Monsieur le Président, l'Oustad Bousfeha, de m'avoir invité à cet événement. C'est un réel plaisir pour moi de se retrouver ici parmi vous et de partager avec vous cette présentation sur le profil microbiologique des infections invasives bactériennes. Alors, vous savez très bien que les infections invasives sont une cause cliniquement significative de morbidité et de mortalité à l'échelle mondiale. Quand on dit infection invasive, c'est un caractère invasif, donc l'infection va se propager au-delà du foyer infectieux initial. Ce sont des infections qui peuvent toucher des organes nobles, poumons, cerveau, le sang, les articulations. Ce sont des infections également qui peuvent être causées par différentes bactéries pathogènes qui peuvent entraîner des infections qui sont graves et des infections qui sont potentiellement mortelles. Alors, ces infections invasives sont d'autant plus graves quand elles touchent des personnes dont le système immunitaire il est compromis d'une façon congénitale ou acquise. Et donc, ce sont des infections, c'est des patients immunodéprimés, c'est des patients dont le système immunitaire il est affaibli par l'âge, par la grossesse, par des pathologies chroniques, diabète, les néoplasies, et qui vont avoir un risque accru de faire des infections invasives avec une morbidité et une mortalité qui est plus importante. Alors, cette méta-analyse intéressante qui a été publiée en 2022, elle vient affirmer effectivement que les infections représentent l'une des principales causes de décès dans le monde. C'est une étude qui rapporte la mortalité associée à 33 bactéries pathogènes en syndrome infectieux au niveau de 204 pays et territoires. Donc, 13,7 millions de décès liés aux infections en 2019, 7,7 millions de décès associés aux 33 pathogènes bactériens, résistants ou pas, et plus de 6 millions de décès causés par 3 syndromes infectieux bactériens, la pneumonie, la bactériémie, les infections intra-abdominales. Donc une mortalité qui est associée à ces 33 bactéries pathogènes, qui va être différente en fonction des bactéries, en fonction des sites infectieux, en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude. Le Staphylococcus aureus a été rapporté comme étant la première cause bactérienne d'infection invasive au niveau de 135 pays, suivi par l'Escherichia coli. En troisième position, on retrouve le pneumocoque. Chez la même bactérie, la mortalité, elle était différente en fonction de l'âge. La mortalité, le nombre de décès était plus élevé par rapport au Staph aureus chez les personnes de plus de 15 ans. Et le nombre également de décès était plus élevé chez les pneumocoques pour la tranche d'âge entre la période postnatale et l'âge de 4 ans. Il y avait également une prédominance masculine qui a été retrouvée pour cette mortalité jusqu'à l'âge de 80 ans où la prédominance est devenue féminine. Donc une mortalité également qui était différente, qui touchait particulièrement les âges extrêmes. Donc c'était une variabilité qui était rapportée qui justement souligne l'intérêt de la surveillance, l'intérêt de suivre ce qui se passe en termes d'écologie de ces infections invasives bactériennes. Le taux de mortalité le plus élevé le taux de mortalité pour 100 000 habitants, également, il a varié en fonction des régions. Il était plus élevé en Afrique subsaharienne et en Amérique du Nord par rapport aux autres régions. Et donc, ce profil microbiologique de ces infections invasives bactériennes, il varie en fonction des sites infectieux, il varie en fonction des facteurs de risque du patient, en fonction des bactéries. Certaines bactéries étaient couramment associées aux infections invasives comme le pneumocoque, le méningocoque, le streptopiogène, l'hémophilus influenzae, etc. Et puis, ce sont des infections dont le diagnostic il est évoqué cliniquement, mais qui est confirmé par les examens microbiologiques du laboratoire. Et donc, la surveillance microbiologique locale est très importante pour guider le traitement approprié de ces infections invasives. Alors, la confirmation microbiologique est une chose très, très importante parce que ça permet d'établir un diagnostic étiologique précis. Donc, elle passe avant tout par les techniques bactériologiques standards qui permettent donc de confirmer l'infection, de documenter l'infection. Ça repose sur les 3 piliers que vous connaissez. L'examen direct qui permet de poser le diagnostic de l'infection invasive bactérienne parce que généralement, ce sont des sites qui sont censés être stériles. La culture qui reste la seule technique qui permet d'isoler la bactérie pour qu'on puisse l'identifier, pour qu'on puisse faire un antibiogramme. Le typage des souches par des techniques d'agglutination ou par des techniques moléculaires est une chose très importante qui permet le suivi des sérotypes qui sont incriminés dans ces infections invasives. Les techniques moléculaires, certes, certaines infections invasives peuvent nécessiter une identification rapide, comme les méningites par exemple, et donc on peut avoir recours également aux techniques moléculaires. Alors,
Donc, pour dresser le profil microbiologique de ces infections invasives bactériennes un peu particulières, donc, je vais partager avec vous la surveillance qui a été mise en place au niveau du CHU de Marrakech sur une période entre 2018 et 2022, en incluant, donc c'est une surveillance à partir des données du laboratoire, en incluant les enfants et les adultes, et ça incluait 6 infections invasives bactériennes. C'est des infections documentées par une culture qui est positive. Donc les méningites, les bactériémies, les arthrites, les pleurésies, les pneumonies et les infections suppurées. Cette bactérie inclut dans la surveillance le pneumocoque, le méningocoque, l'hémophilus influenzae, le streptopiogène, le streptoagalaxiae, le staphylocoque aureus et les salmonelles. Alors sur l'ensemble des infections invasives documentées sur cette période, on voit très bien que les infections suppurées arrivent en tête, suivies par les bactériémies, les infections ostéo-articulaires, les pneumonies, les méningites et enfin les infections des liquides biologiques. Quand je dis infections suppurées, c'est principalement les infections des parties molles, les abcès, les collections profondes, les fasciites nécrosantes, donc des infections qui sont invasives. Et donc on voit très bien la place de ces infections suppurées, mais surtout aussi la place importante des bactériémies. Alors, ces infections invasives ont été partagées chez l'enfant et chez l'adulte avec une légère prédominance chez l'adulte par rapport à l'enfant au niveau de tous les sites infectieux qu'on a vus. Alors, si on suit un petit peu l'évolution de ces infections invasives sur les 5 dernières années, quand je prends ici les infections suppurées, il y avait une augmentation à partir entre 2020 et 2021, puis une légère baisse en 2022. Pour les bactériémies ici en vert, donc il y avait une diminution entre 2019 et 2021, puis une légère reprise à partir de 2021. Pour les infections ostéo-articulaires, il y avait une diminution importante entre 2018 et 2019 qui s'est continuée sur les 3 dernières années, puis une reprise à partir de 2021. Pareil pour les autres infections invasives, il y avait cette diminution constatée entre 2019 et 2021, très probablement aussi expliquée par la période particulière qu'on a vécue, Covid-19, et puis une reprise à partir de 2021. Alors, si on regarde un petit peu ces infections invasives bactériennes par rapport aux espèces bactériennes qui sont impliquées, on retrouve que la première place, là aussi, elle est occupée par le staphylocoque aureus, suivi par le pneumocoque, troisième position, le streptocoque pyogène. On retrouve par la suite l'hémophilus influenzae, les salmonelles et en dernière position, le méningocoque. Donc, le staph aureus arrive en tête avec le pneumocoque et les streptopyogènes. Et on va essayer de voir les particularités de chacune de ces espèces bactériennes et son implication dans les infections invasives par ordre de fréquence. Alors, les infections invasives à staphylocoque aureus étaient représentées principalement par les infections suppurées, suivies par les méningites, les infections ostéo-articulaires et en quatrième position, les pneumonies. Il y avait également des cas de méningite à staphylocoque aureus. Quand je regarde un petit peu par rapport à l'enfant et l'adulte, donc ces infections invasives à staph aureus étaient plus fréquentes chez l'adulte par rapport à l'enfant, surtout quand on prend par exemple les infections suppurées, les bactériémies, les infections ostéo-articulaires. Alors pour les bactériémies à staph aureus, c'était principalement des malades de dermato, de traumato, de chirurgie plastique, d'endocrino, de réanimation principalement également. Et quand je regarde par rapport aux bactériémies chez l'enfant, c'était principalement des bactériémies néonatales, mais il y avait aussi des bactériémies de la réanimation pédiatrique dans l'oncohématologie. Donc c'est un profil aussi particulier de patients, où la réanimation et l'hématologie occupent une place importante. Alors, nous avions ce staphylocoque aureus était sensible à 85% à la méticilline, 90% au fluoroquinolone, 91% à la gentamicine, un taux de sensibilité de 73% à l'érythromycine, de 75% à l'incomycine. Il y avait de rares souches qui étaient de sensibilité diminuée aux glycopeptides. Alors, la deuxième position, elle est occupée par le pneumocoque. Et quand on regarde les infections invasives à pneumocoque, elles étaient représentées principalement par les méningites, suivies par les bactériémies, et en troisième position, donc les pneumonies. Donc, c'était principalement des méningites à pneumocoque, mais aussi des bactériémies et des pneumonies à pneumocoque. Alors, par rapport à l'âge, là aussi, il y avait plus d'infections invasives à pneumocoque chez l'adulte par rapport à l'enfant. Quand on regarde les tranches d'âge touchées chez l'enfant, c'était principalement de 0 à 1 an et 33% de 4 à 10 ans. Donc, principalement, c'est le tout petit. Et puis, quand on regarde aussi par rapport à le sujet plus adulte, donc nous avons 40% entre 30 et 50 ans et 32% de plus de 50 ans.
Alors, par rapport à la distribution mensuelle, les infections à pneumocoque étaient plus fréquentes en hiver et en début de printemps. Généralement, ça survient en même temps ou légèrement en décalage par rapport aux épidémies hivernales. Alors, si on regarde de près c'est la problématique des méningites à pneumocoque et on constate depuis 2010, on constate qu'il y a une augmentation progressive des méningites à pneumocoque qui se continue dans le temps. Et quand on regarde l'évolution des sérotypes qui sont incriminés dans les méningites à pneumocoque, on peut dire que depuis 2010 jusqu'à 2022, il y a une régression quand même des sérotypes vaccinaux qui sont remplacés de plus en plus par des sérotypes non vaccinaux et par les sérotypes qui appartiennent au PCV13. Et là, je tiens à remercier la Société marocaine d'infectiologie et de vaccinologie pédiatrique, à leur tête, monsieur le professeur Bouskraoui, qui fournissent énormément d'efforts pour assurer cette continuité de la surveillance sérotypique des infections invasives et du portage du pneumocoque. Et donc, quand on regarde par rapport à la sensibilité de ce pneumocoque dans les infections invasives, on est à 82% de sensibilité à l'amoxicilline, 73% de sensibilité à la lévofloxacine, 95% de sensibilité à la ceftriaxone, 82% au cotrimoxazole, 80% à l'érythromycine et à la lincomycine. En troisième position, donc c'était les infections invasives à streptocoque pyogène. Et là, ces infections invasives sont associées principalement aux infections suppurées et aux infections ostéo-articulaires. Il y avait également quelques cas de bactériémie à streptocoque pyogène. Et là aussi, quand on regarde par rapport à l'âge, on trouve que ces infections invasives étaient plus fréquentes, là aussi, chez l'adulte par rapport à l'enfant, mais par rapport à certains sites infectieux, c'était différent. Si je prends les infections suppurées, on les a retrouvées beaucoup plus chez l'adulte par rapport à l'enfant. Quand on prend les infections ostéo-articulaires et les bactériémies, c'était plus fréquent chez l'enfant par rapport à l'adulte. La sensibilité à la pénicilline était de 100%, il y avait 30% de souches résistantes aux macrolides. Alors, quatrième position, elle est occupée par le streptocoque agalactiae, le strepto B, bêta-hémolytique de groupe B. Et donc, ces infections invasives à strepto B étaient principalement retrouvées au niveau des infections suppurées, mais également au niveau des bactériémies. Alors, dans les infections suppurées, c'était principalement l'adulte qui était touché, des cellulites faciales, des abcès oculaires, etc. Et puis, dans les bactériémies, c'était principalement des bactériémies néonatales. La position par la suite, après on retrouve les infections invasives à Haemophilus influenzae. Quand on regarde de près, on trouve que ces infections invasives à Haemophilus influenzae étaient principalement, ont touché principalement les pneumonies et puis les méningites, bien évidemment. Alors ça touchait beaucoup plus l'adulte par rapport aux autres sites infectieux, mais quand on prend les méningites, c'était principalement des méningites chez l'enfant et notamment des méningites chez les tout petits. Alors là aussi, toutes les souches étaient sensibles aux céphalosporines troisième génération. Il y avait 36% de ces souches d'Haemophilus influenzae qui étaient résistantes à la pénicilline. La surveillance sérotypique également de ces cas de méningite à Haemophilus influenzae a montré qu'on a l'émergence de souches d'Haemophilus influenzae non petit p et donc qui échappent à la vaccination, ce qui mérite quand même une surveillance assez rapprochée et particulière pour ces infections invasives à Haemophilus influenzae, notamment les méningites. Alors, ces infections invasives à Haemophilus influenzae ont présenté, donc, il y avait une sensibilité de 65% à l'amoxicilline, il y avait une sensibilité de 80% à l'amoxicilline acide clave, 70% de sensibilité au fluoroquinolone et 83% de sensibilité au cotrimoxazole. Alors, l'avant-dernier agent pathogène, c'est les salmonelles. Alors, quand on regarde de près les infections invasives à salmonelles, on les retrouve principalement dans les bactériémies et dans les infections suppurées. Et la surveillance sérotypique des souches de salmonelles impliquées dans ces infections invasives a montré l'émergence des salmonelles non typhiques, principalement avec le salmonella typhimurium. Et c'était plus retrouvé chez l'enfant par rapport à l'adulte. Le méningocoque occupe la dernière place par ordre de fréquence au sein de ces bactéries impliquées dans les infections invasives. Il était associé c'était principalement des méningites à méningocoque. Ça touchait principalement l'enfant. Les quelques cas chez l'adulte, c'était l'adulte jeune de moins de 40 ans et les sujets âgés de plus de 70 ans. Et là aussi, la distribution mensuelle, elle montre un pic en février, un pic en juillet et un pic en novembre. La tranche d'âge la plus touchée, c'était les moins de 4 ans, 48% entre 0 et 1 an, 28% chez l'enfant âgé entre 1 et 4 ans.
Quand on suit un petit peu la surveillance sérotypique des infections invasives à méningocoque, on trouve la prédominance du sérogroupe B. Donc, on en est à plus de 95% de sérogroupe B. Et sur les 2 dernières années, il n'y avait que du sérogroupe B dans les méningites à méningocoque. Toutes les souches étaient restées sensibles aux céphalosporines 3e génération et on avait 28% de souches qui étaient de sensibilité diminuée aux pénicillines. Quand on compare un petit peu l'évolution du méningocoque par rapport au pneumocoque, on voit très bien qu'il y a une évolution stationnaire du méningocoque, des méningites à méningocoque. Il y avait une légère baisse en 2021, puis une reprise par la suite. Par contre, quand on regarde un petit peu les méningites à pneumocoque, il y a une augmentation continue dans le temps qui se continue jusqu'à 2022. Donc, on peut dire que les infections invasives bactériennes, elles sont fréquentes dans notre contexte. Il y a une tendance vers l'augmentation en 2022. Les infections les plus courantes qu'on a retrouvées, c'est les infections suppurées, principalement suivies par les bactériémies, les infections ostéo-articulaires, les pneumonies et les méningites. Que ces infections étaient plus fréquentes chez l'adulte, mais il y avait au niveau de certains sites infectieux où ça prédominait principalement chez l'enfant. Les bactéries principalement impliquées, les 3 premières, c'est le Staph aureus, le pneumocoque et le streptocoque pyogène. Qui dit Staph aureus dans notre contexte, c'est principalement la problématique des bactériémies néonatales et les bactériémies sur terrain fragile. Qui dit pneumocoque, c'est principalement les méningites et les bactériémies chez l'enfant de moins de 4 ans et le sujet âgé, avec une fréquence qui est en augmentation des sérotypes qui sont non couverts par le vaccin actuel. Le streptocoque agalacé, c'est principalement les bactériémies et les méningites néonatales. Pour l'hémophilus influenzae, c'était principalement la problématique dans les pneumonies chez l'adulte et l'enfant en réanimation et avec l'émergence des souches qui sont en fait non B dans les méningites chez l'enfant qui méritent une surveillance particulière. Les salmonelles, la problématique se posait avec les bactériémies chez l'adulte sur terrain fragile, impliquant principalement les salmonelles non typhiques et la problématique aussi des méningites à salmonelle chez l'enfant. Donc, en conclusion, on peut effectivement dire que les infections représentent la 2e cause de mortalité dans le monde, ce qui a été rapporté en 2019. Une réalité quand même qui donne à réfléchir quand on trouve que le plus grand nombre des infections traitables chez des personnes qui sont très jeunes. Et donc, les stratégies de lutte contre ce fardeau doivent mettre l'accent sur la prévention des infections, l'utilisation rationnelle des antibiotiques, améliorer la capacité de diagnostic microbiologique, la vaccination, nouveaux vaccins, améliorer la généralisation et l'efficacité des vaccins qui sont déjà disponibles. Donc, on a besoin d'un système de santé qui est plus solide, on a besoin d'une infrastructure de diagnostic qui est plus robuste pour pouvoir mettre en œuvre des mesures appropriées pour lutter contre ces infections et pour mieux gérer nos antimicrobiens. Et je vous remercie pour votre attention.